Alors, le bilan fonctionnel a donc été inventé par des analystes financiers et en fait, il a pour but, si vous voulez, de mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise, en tout cas de mieux comprendre comment elle fonctionne par rapport notamment à un bilan comptable. Puisque vous connaissez bien un bilan comptable, l'actif, le passif, donc on va retrouver évidemment ces mêmes éléments, mais vous allez voir que ça va être regroupé de façon assez différente et avec une grande différence, c'est que dans un bilan fonctionnel, on raisonne en valeur brute et pas comme dans un bilan comptable où on raisonne en valeur nette. Je veux dire par là, dans un bilan comptable, c'est l'actif net qui est égal au passif. Eh bien là, comme on va prendre à l'actif du bilan fonctionnel les valeurs brutes, est-ce que vous comprenez que si vous voulez que de l'autre côté, au passif, ce soit équilibré, il faudra rajouter du côté du passif les amortissements et provisions de tout l'actif. Sinon, le bilan fonctionnel ne sera pas équilibré. D'accord ? Alors, théoriquement, on ne parle pas dans un bilan fonctionnel ni d'actifs ni de passifs, mais on parle d'emploi et de ressources. Ceci dit, rassurez-vous, ça recouvre exactement les mêmes éléments. Et puis, le bilan fonctionnel est divisé en deux parties, en plus d'être divisé en emploi-ressources, mais en plus, il est divisé en deux parties horizontales. Une partie, donc, qui permet de raisonner sur le haut du bilan, haut du passif, haut de l'actif, d'accord, et qui comporte tous les éléments stables du bilan. C'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé brut et les ressources stables. Et là, on y retrouve tout ce qui concerne l'investissement et le financement. Et donc une partie basse qui comporte, un peu comme dans un bilan comptable, ce qu'on appelle l'actif circulant, donc pour faire simple, et le passif circulant de l'autre côté, bien sûr, c'est tout ce qui concerne le cycle d'exploitation hors exploitation. Pour l'instant, on fait simple, les stocks, les clients à l'actif, moins les dettes fournisseurs fiscales et sociales au passif. On est d'accord ? Alors je vais vous montrer le modèle d'un bilan fonctionnel, et moi je vais vous le montrer sur 2 années consécutives, parce qu'évidemment l'intérêt quand on fait un petit peu d'analyse financière, c'est toujours pareil, comme tout le temps, de comparer dans le temps et dans l'espace, et ne serait-ce que dans le temps sur 2 années consécutives. Alors moi, à titre pédagogique, j'ai, si vous voulez, séparé en deux les emplois d'un côté et les ressources de l'autre, mais dites-vous que la présentation, on mettrait ça sous un format paysage, et comme dans un bilan comptable, les emplois d'un côté et les actifs qui touchent de l'autre côté. Là, à titre pédagogique, c'est séparé. Donc là, vous voyez, je vous ai bien mis l'année N-1 et la variation en euros, d'accord, pour voir comment ça a varié en faisant la variation en euros, on fera N moins N-1, bien entendu. D'accord ? Et donc, vous avez le total des emplois, le total général, c'est quoi ? Le total de l'actif immobilisé brut, qu'on appelle AIB, et après on va reprendre tout en détail. Après, dans l'actif circulant, les stocks, les avancées à compte versés, les créances d'exploitation, les créances hors exploitation, la trésorerie actif, d'accord ? Et ensuite, du côté des ressources, le total général, qui est évidemment le même que celui que l'on vient de voir, avec deux parties, ce que l'on appelle les ressources stables et ce qu'on appelle le passif circulant. Dans les ressources stables, on retrouve ce que l'on appelle les financements propres, ensuite les dettes financières, la somme des deux, ça fait bien les ressources stables, et le passif circulant, c'est avancées à compte reçu, dette d'exploitation, dette hors exploitation et la trésorerie passif. Et bien entendu, N, N-1 et variation en euros. J'espère que vous comprenez que le total général des ressources doit être égal, bien entendu, au total général des emplois. Sinon, ça voudrait dire qu'on a fait une erreur quelque part. Alors maintenant, on va reprendre en détail les postes d'un bilan fonctionnel. Alors ici, on est bien d'accord, il existe plusieurs, degrés de difficulté pour établir un bilan fonctionnel. Ici, dans ce cours, on va dire que c'est une initiation à la construction d'un bilan fonctionnel. Donc, ça va aller, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Quand il y aura un ou deux pièges, je vous le dirai. Je vous dirai, attention, là, il faut faire, faut vous méfier. Mais sinon, vous allez voir que par rapport à un bilan comptable, il n'y a pas d'énorme différence au niveau du principe. Donc, première chose, le total de l'actif immobilisé brut. Regardez, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Ici, je commence par les emplois. Total, actif, immobilisé, brut. Je vous ai dit que les emplois, donc, entre guillemets, l'actif, on raisonne en valeur brute. Est-ce que tout le monde me comprend ? D'autre part, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je veux que vous compreniez que
quand on va vous demander un bilan fonctionnel, si on vous le demande, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous aurez comme document? Comme document, vous aurez les bilans comptables. Donc, la façon de construire ce cours, qu'est-ce que j'ai fait? Vous verrez, à chaque fois, je dis, imaginons qu'on part du bilan comptable pour arriver vers le bilan fonctionnel. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Donc, total actif immobilisé brut. Donc là, il n'y a aucune difficulté. On prend le total actif immobilisé brut du bilan comptable. Donc, aucune difficulté. C'est donc la somme de toutes les immobilisations incorporelles, corporelles, financières, en brut. Une seconde. C'est immédiat, il n'y a aucune difficulté. Les stocks, aucune difficulté. Vous allez prendre les stocks du bilan comptable en valeur brute. Je vous rappelle que dans un bilan comptable, potentiellement, il y a plusieurs catégories de stocks. Les marchandises, les produits finis, les produits en cours. Vous prenez la somme des 4 postes en brut, encore une fois, du bilan comptable. Aucune difficulté. Là où ça se complique encore, excusez-moi, avance et acompte versé sur commande. Aucune difficulté, avance et acompte versé sur commande. Pourquoi? Parce que ça existe dans un bilan comptable. Ça s'appelle avance et acompte versé sur commande du bilan comptable. Alors pourquoi? Ici, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas mis brut? Mais parce que sur les avances et acomptes, il n'y a jamais de provision ou de dépréciation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, aucune difficulté. S'il y en a, c'est écrit directement sur le bilan comptable, aucune difficulté. Accordez-moi que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu trop de soucis par rapport au bilan comptable. On est bien d'accord. Là, maintenant, ça va se compliquer un petit peu avec les créances d'exploitation. Alors, dans les créances d'exploitation, voilà ce qu'il va falloir faire. Je vous rappelle que dans un bilan comptable, vous avez, parmi les créances, vous vous souvenez, créances clients et comptes rattachés, puis en dessous, vous avez autres, sous-entendu, autres créances clients. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien ici, si vous avez compris le modèle de tout à l'heure, on a d'abord les créances d'exploitation, puis après les créances hors exploitation. Donc les créances d'exploitation sont les créances qui sont considérées comme étant liées à l'exploitation au sens strict, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Les créances clients et les comptes rattachés bruts du bilan comptable. Pas de souci. Et là où il y a un petit souci, encore que, plus, vous voyez, j'écris la part des autres, sous-entendu, autres créances. Je répète encore une fois, dans un bilan comptable, vous allez avoir 2 lignes. Créances clients et comptes rattachés, puis en dessous, autres. D'accord? Mais il faudra prendre la part des autres créances liées à l'exploitation. Alors, la part des autres créances liées à l'exploitation, vous ne pouvez pas l'inventer. Ça veut dire que si on veut vous faire travailler là-dessus, il y aura un renvoi qui vous dira, parmi les autres, il y en a, je ne sais pas, alors il y a plusieurs façons de présenter. Par exemple, les autres représentent 50 000, on vous dira, parmi ce poste, un petit renvoi, dont 20 000 liés à l'exploitation, ça voudrait dire qu'il y en a 30 000 au hors exploitation, ou tant de pourcents à l'exploitation, donc le complément au hors exploitation. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, plus la part des charges constatées d'avance liées à l'exploitation. Vous vous souvenez, les charges constatées d'avance sont en bas de l'actif du bilan comptable. Le problème, c'est que parmi ces charges constatées d'avance, s'il y en a, une part peut être liée à l'exploitation et une autre part peut être liée au hors exploitation. Vous comprenez bien que ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Parmi les charges constatées d'avance, puisque dans un bilan, vous avez juste un chiffre. Donc c'est donc forcément en annexe, hors liasse fiscale, si vous voulez, qu'on vous dira, ou dans le bilan, il y aura un petit renvoi, parmi les charges constatées d'avance, s'il y en a, dont tant lié à l'exploitation, ou tout est lié à l'exploitation, ou tout est lié au hors exploitation, ou, vous voyez, vous ne pouvez pas l'inventer, vous serez guidé là-dessus. Plus les EENE, c'est-à-dire les effets escomptés non échus. Alors là, j'attire votre attention à ce sujet pour les effets escomptés non échus. Pourquoi? Parce que ça, les effets escomptés non échus, dites-vous bien que c'est un poste qui n'existe pas en comptabilité générale. Ça n'existe pas. Le compte effet escompté non échu n'existe pas. Ne confondez pas avec les comptes d'effets, 413 effets à recevoir. Il ne s'agit pas de ça. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit en fait des effets que vous avez escomptés. Est-ce que vous me suivez? Des effets que vous avez escomptés auprès de votre banque. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en français que avant la fin de l'exercice, vous avez escompté des effets
dont la date d'échéance dépasse la date d'exercice. Par exemple, au mois de décembre, vous avez escompté des effets. On imagine que l'inventaire est fin décembre. Au mois de décembre, on a escompté des effets dont la date d'échéance est en janvier, février de l'année d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que pendant le mois de décembre, vous avez touché de l'argent de votre banque puisque vous avez escompté les effets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, donc, ça veut dire que ces effets escomptés, c'est de la trésorerie pour vous. D'accord. Pourquoi on les rajoute ici? Eh bien, c'est selon le principe de prudence. Parce que je vous rappelle que si le tiré, donc en général votre client, n'honore pas sa signature à la date d'échéance, ça veut dire que c'est un effet impayé. Et que va faire la banque? La banque, elle va retirer cet argent, elle va reprendre sur votre compte en banque l'argent qu'elle vous a donné lorsque vous avez escompté les effets. Est-ce que vous êtes d'accord? Si elle fait ça, je vous rappelle que nous l'avons vu dans le cours de compta gêné, l'effet impayé. Tout simplement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on va créditer le 512, la banque reprend l'argent, et qu'est-ce qu'on débite comme compte? 411 clients. Ça veut dire qu'on revient à la situation d'origine. C'est-à-dire que le client n'a pas honoré sa signature, est-ce que vous êtes d'accord? N'a pas payé la banque. Comme il n'a pas payé la banque me reprend mon argent, donc ma banque diminue, et en contrepartie, ça veut dire que le client me doit toujours la somme qu'il me devait au départ. Donc c'est plutôt un principe de prudence. Donc le montant des effets escomptés non échus, ne vous inquiétez pas, s'il y en a, on est obligé de vous donner le montant. Vous ne pouvez pas le trouver en regardant le bilan comptable. Ce n'est pas possible, puisque c'est pas, par définition, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Les effets escomptés non échus sont inclus dans la trésorerie, dans la banque. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, si on veut vous faire travailler là-dessus, on est obligé de vous le préciser. Et après, je dis, plus la part des écarts de conversion actifs liés aux créances d'exploitation, et moins la part des écarts de conversion passifs liés aux créances d'exploitation. Alors, rappelez-vous, à l'actif, il peut y avoir des écarts de conversion actifs, et au passif, il peut y avoir des écarts de conversion passifs. Sauf que si vous vous souvenez de ce que nous avons appris en compta gêné, donc, c'est que les écarts de conversion actifs, comme les écarts de conversion passifs, peuvent être issus de plusieurs raisons. Vous avez des écarts de conversion actifs et ou passifs sur des clients. Vous savez, c'est le problème des monnaies étrangères. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des écarts de conversion actifs qui sont liés aux créances clients, actifs ou passifs. Vous avez des écarts de conversion actifs qui peuvent être liés aux fournisseurs, actifs ou passifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous avez des écarts de conversion actifs ou passifs qui peuvent être liés aux emprunts. Exemple des emprunts en monnaie étrangère. Donc, ici, comme on est dans les créances d'exploitation, on ne va s'occuper que des écarts de conversion actifs et passifs qui sont liés à l'exploitation. Or, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. S'il y a des écarts de conversion actifs et ou passifs, l'énoncé est obligé de vous dire à quoi il se rapporte, aussi bien à l'actif qu'au passif, aux clients, aux fournisseurs ou aux emprunts. Est-ce que tout le monde me suit? Le petit souci pour vous, peut-être, c'est de se dire, mais comment je fais pour savoir si c'est plus ou moins? Alors, c'est très simple, écoutez bien. Si je raisonne sur un poste d'actif, les créances d'exploitation, ça va bien à l'actif. Pour faire simple, sans s'embêter, je rajoute la part des écarts de conversion actifs liés à ce poste et je retire les écarts de conversion passifs liés à ce poste. Écoutez bien, je raisonne sur un poste d'actif, d'accord? Je rajoute les créances d'exploitation, vous voyez, créances clients et comptes rattachés, plus la part des écarts de conversion actifs liés aux clients, moins la part des écarts de conversion passifs liés aux clients. Alors bien sûr, il n'est pas obligé que pour les clients, il y ait à la fois des écarts de conversion actifs et des écarts de conversion passifs. Tout peut exister. Mais je répète, ne vous inquiétez pas, dans le cadre d'un examen, on est obligé de vous donner le détail des écarts de conversion actifs et passifs s'il y en a. Donc, un poste d'actif, je rajoute les écarts de conversion actifs qui s'y rapportent, je retire les écarts de conversion passifs qui s'y rapportent à ce compte-là. Donc, quand je serai au passif, vous allez voir, je rajouterai, par exemple, aux fournisseurs, donc aux dettes d'exploitation, vous verrez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les dettes d'exploitation
et je rajouterai les écarts de conversion passifs qui s'y rapportent, et je retirerai les écarts de conversion actifs qui s'y rapportent. Et comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter, de chercher des complications, des usines à gaz, pour savoir si c'est moins sur c'est plus, la racine carrée de la distance. Non, non. Faites très simple, comme d'habitude. Essayons d'être efficaces, rapides et surtout justes. Donc ça, c'est les créances d'exploitation. Ensuite, les créances hors exploitation. Alors, bien sûr, vous le comprenez, les créances d'exploitation, c'est la part des autres créances en brut du bilan comptable. Vous vous souvenez, parmi les autres créances, on a dit que peut-être il y en avait qui faisaient partie de l'exploitation, le reste du hors exploitation, ben les voilà, plus le poste actionnaire capital souscrit appelé non versé, le compte 4562, qui est un poste et qui est un compte qui apparaît bien à l'actif, puisque c'est bien les actionnaires, pour faire simple, qui nous ont promis de verser de l'argent et qui, au moment de l'inventaire, ne nous ont pas encore versé cet argent. Donc, c'est bien une créance que nous avons sur les actionnaires. C'est normal que ce soit à notre actif. Eh bien, ça, alors ne confondez pas ce compte-là, hein, actionnaire capital souscrit appelé non versé, qui apparaît à l'actif du bilan comptable. Bien entendu, ne confondez pas avec le capital de la société qui est au passif, bien entendu. Plus les VMP, les valeurs mobilières de placement. Alors, là, je dois vous faire une petite précision. Les VMP, dans l'idée d'un bilan fonctionnel, les VMP font partie à part entière des créances hors exploitation. Les VMP, créances hors exploitation. Je veux dire par là, les VMP, dans l'esprit d'un bilan fonctionnel, ne font pas partie de la trésorerie. Vous savez, les VMP, hein, les actions, les obligations que vous aviez achetées dans le but de faire de la spéculation pour les revendre rapidement. Ça, c'est le classement comptable. D'accord. Or, et c'est là où il y a des petites ambiguïtés quelquefois, vous voyez ce que j'ai écrit? J'ai écrit, sauf, je l'ai mis en gras, si l'énoncé précise qu'elles sont disponibles très rapidement. Dans ce cas-là, si on vous dit qu'elles sont disponibles très rapidement, ça veut dire qu'on doit les rajouter à la trésorerie actif qu'on va en dessous. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'estime qu'il y a une confusion entre l'approche intellectuelle de ce qu'est un bilan fonctionnel, dans lequel, je répète, les VMP font bien partie des créances d'exploitation, hors exploitation, et pas de la trésorerie. Il y a une confusion entre ça, et avec une approche patrimoniale, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bilan financier, dans lequel les valeurs mobilières de placement peuvent être intégrées au niveau de la trésorerie, ou confusion avec le tableau de l'ordre des experts comptables qui, lui, considère que parmi les VMP, il faut faire la scission entre ceux qui sont sans risque et dont les valeurs mobilières de placement, celles qui sont sans risque et donc assimilables à de la trésorerie, faire la différence entre celles-là et celles qui sont risquées et qui feraient partie des créances hors exploitation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si l'énoncé ne vous dit rien concernant les VMP et qu'il y en a dans le bilan, vous considérez que dans un bilan fonctionnel, ça fait partie des créances hors exploitation et pas de la trésorerie active. Sauf si l'énoncé, bien que ce soit contraire à ce que je viens de vous expliquer, mais il y a des auteurs qui font comme ça, c'est-à-dire qui mélangent l'optique, si vous voulez, fonctionnelle avec l'optique patrimoniale et l'optique de l'OEC. Si on vous dit que quelque part en annexe 23, page 47, en tout petit, en alinéa 30, d'accord, on vous dit attention, enfin on vous dira pas attention, on vous dira les VMP sont disponibles très rapidement. Là, ça veut dire dans l'esprit de l'auteur qu'il veut que vous considériez ces VMP comme de la trésorerie active, c'est-à-dire comme si c'était vendable immédiatement sous 24 heures, ce qui est possible. Mais dans l'esprit du bilan fonctionnel, c'est pas ça. On est d'accord? Et plus la part des charges constatées d'avance liées au hors exploitation, si c'est le cas. Donc maintenant, il reste la trésorerie active. Ben, vous l'avez compris, la trésorerie active, c'est disponibilité du bilan comptable, la banque et la caisse, plus éventuellement la part des VMP en brut, bien entendu, comme tout à l'heure, uniquement si l'énoncé précise qu'elles sont disponibles rapidement. Ben, ça, c'est la trésorerie active. On est d'accord sur le principe?